Ici Mathieu Hodgson, éditeur du Jardinier paresseux. Dans ce balado, je prends le temps de discuter avec des personnes qui consacrent leur vie aux plantes et aux vivants pour parler de leur parcours, de leurs expériences et de ce qui les anime. L'objectif est simple, prendre le temps de mieux comprendre celles et ceux qui consacrent leur travail et leur passion au monde végétal et apprendre de leur regard. Cet épisode est présenté par Gloco, une entreprise québécoise fondée en 1919 qui se spécialise dans les semences de gazon, ainsi que des engrais et des composts biologiques adaptés à notre climat, dont les gammes herbioniques et bioniques, conçues pour jardiner tout en respectant la biodiversité. Bonne écoute. Depuis quelques années, on sent un regain d'intérêt pour la cueillette de plantes sauvages. On parle d'autonomie alimentaire, de retour à la nature, de savoir qu'on croyait parfois oublier. Mais entre l'envie de cueillir et la réalité du terrain, il y a tout un monde. Cueillir, c'est pas seulement reconnaître une plante. C'est comprendre un territoire, le cycle des saisons. C'est savoir quoi prendre et surtout quoi laisser derrière soi. Mon invité d'aujourd'hui consacre sa vie à mieux comprendre et transmettre cette relation entre les humains et la nature. Biologiste de formation, enseignant, auteur de nombreux ouvrages, il a aussi fondé sa propre maison d'édition, Naturat, dédiée à la vulgarisation des connaissances sur la nature d'ici. Il vient nous parler aujourd'hui de son livre « Plantes, cueillette et conservation », maintenant offert en 2e édition. Roger, bienvenue au balado. Tout un plaisir d'être avec toi et de partager mon expérience de vie, qui est quand même assez longue maintenant, avec tes auditeurs. Bien justement, avant d'embarquer dans le livre, j'aimerais ça revenir à toi. J'ai pas trouvé grand-chose sur les internets. Quand tu repenses, disons, là, à ton enfance, est-ce que la nature faisait déjà partie de ta vie ou c'est quelque chose qui est venu plus tard? Moi, j'ai été élevé d'abord en campagne mon père, dans ma famille, on avait des vaches. Il fallait faire la traite des vaches et donc on était proche de la nature, on était proche des champs. Quand tu parles de l'occupation du territoire, je te jure que quand on est agriculteur, l'occupation du territoire, on sait ce que ça veut dire. Puis on sait aussi comment régler notre vie en fonction de ces fameux cycles-là. Parce que déjà, étant très jeune, on faisait les foins, puis on coupait l'avoine, puis en fonction de la température de journée de soleil. Moi, je suis l'aîné de la famille. On est 6 enfants chez nous. Quand on était très jeune, mon père surtout nous amenait dans le bois et nous montrait ce qu'on peut faire avec la nature, en tout cas ce qu'il connaissait. Mon père, c'est un beauceron en passant, donc Ouais. c'est un jarret noir. Il connaissait de son Saint-Zacharie natal, il connaissait les cabanes à sucre. Mon grand-père était un commerçant, mon grand-père était un boucher. Puis il faisait à peu près n'importe quoi. Alors, on allait dans le bois avec mon père, je me rappelle, très jeune, et une des premières expériences que j'ai écrites dans mes livres sur les plantes, c'est que mon père, quand on était là, il nous montrait ce qui était mangeable. Je me rappelle une fois avec mon frère, j'avais 6 ans, mon frère avait 4, puis avec sa hache, il est allé décoller de la gomme d'épinette qui était cristallisée. Puis là, je ne veux pas écœurer l'auditoire, mais c'était comme ça que ça s'est passé. Il prenait la chique de gomme cristallisée, il la mettait dans sa bouche, puis il la mâchait. Puis après ça, il nous l'a divisée en deux en nous disant: faites attention, arrêtez pas de mastiquer parce que ça durcit dans la bouche. Ça fait que ça a été dans les premiers contacts que j'ai eu vraiment avec la nature et avec les enseignements de mon père.
Puis à part ça, écoute, on allait souvent à la pêche sur la glace parce que mon père, aimait beaucoup ça. Vivant en campagne, ben, on n'avait pas tout le temps les moyens non plus. On n'était pas une famille fortunée. Ça fait qu'on allait à la pêche, on mangeait le poisson. Mon père trappait le lièvre. On mangeait du lièvre, puis les voisins, nous-mêmes, on faisait boucherie, puis on mangeait notre viande, puis ma mère avait un jardin. Alors, tu vois, là, l'environnement, on était vraiment branchés sur la nature qui nous environnait, puis on était en campagne, forêt, lac, jardin. Alors voilà, on avait comme pas le choix, puis on était élevés comme ça. Il y a, un autre aspect dont j'ai pas parlé, c'est que, on sait très bien qu'à l'époque, les mères de famille, elles avaient la responsabilité aussi de soigner les enfants quand ils sont malades. Alors ma mère, ramassait à chaque été de l'herbe d'Inde, qui est une plante extrêmement importante, comme, ben du monde doivent la connaître aussi. Ils connaissent ses propriétés médicinales et elle ramassait assez, elle, mettait ça en bottes attachées avec de la corde, puis c'était attaché dans une pièce et ça séchait là et durant l'hiver, quand on était malade, qu'on avait de la grippe, de la fièvre, peu importe, ben, elle nous faisait, des tisanes et je pense que ça guérissait à peu près n'importe quoi. Mais je me demande si c'est pas l'amour maternel qui était pas derrière tout ça. Mais ça aussi, c'est un contact que j'ai eu quand, j'étais jeune, avec la nature. Puis je te dirais que chez les voisins, on n'allait pas à la pharmacie, puis on n'allait pas chez le médecin. Ça fait que les plantes sauvages de l'environnement, ça nous servait de médicament. Donc on avait tout autour de nous. Puis, c'est un peu comme j'ai écrit plus tard dans un livre que j'ai écrit sur la communauté algonquine de Picogan, ici, près d'Amos. C'est que la nature, c'est en même temps la pharmacie et le garde-manger. Est-ce que c'est ces expériences-là qui ont mené, hein, à vos études en biologie ou c'est autre chose? J'étais déjà intéressé par, beaucoup par la nature, par les plantes, par les animaux et c'est comme s'il y avait un chemin qui était quasiment tracé vers la biologie. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres domaines qui m'ont intéressé, quand j'étais jeune. À cause des vaches que j'aimais, pourtant j'aimais pas tant que ça traire les vaches, là, chez nous. J'aimais les animaux de ferme. Et puis, je pensais à un moment donné aller en agronomie avec les animaux de ferme. Là, ben, je me suis dit, à un moment donné, quelle est la formation universitaire qui me permettrait de combler mes besoins, sur la nature? C'est parce que là aussi, il fallait que je paye mes études moi-même. Donc, OK. un bac en bio, c'était 3 ans, puis un bac en agronomie, c'était 4 ans. J'ai décidé de choisir la biologie. Ensuite, tu es devenu enseignant en Ouais, biologie. Est-ce que c'est tout de suite en sortant de l'école ou bon, est-ce qu'il y a eu oui. des expériences de travail, non? OK. Moi, Directement, j'ai là, sortant de l'école. moi, j'ai été chanceux, puis je pense que j'ai été chanceux, puis il y a eu tout un contexte là, qui m'a préparé à ça. Quand on vient d'une région comme l'Abitibi-Témiscamingue et moi j'habite à Rouyn-Noranda, et mon village c'est Destor, j'ai fait une demande pour enseigner la biologie, puis je connaissais le coordonnateur du département que j'avais rencontré, là, alors que je faisais du bénévolat. C'est très important le bénévolat dans la vie. À Pâques, juste avant de terminer mon bac en biologie à l'Université d'Ottawa, j'ai eu l'offre d'aller signer mon contrat quand j'allais finir mon bac, sans entrevue et j'ai été vraiment très chanceux. Autre chance que j'ai eue, c'est que j'ai enseigné pendant 1 an et j'ai adoré l'enseignement, mais il faut dire que j'avais déjà eu la chance aussi d'enseigner, les laboratoires quand j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa. Après ma première année d'enseignement, j'avais plus de contrat et là, mon directeur me demande: «Est-ce que tu pourrais enseigner en technique forestière?» Dans mon bac en biologie, j'avais développé une passion qui était quasiment une folie pour la botanique. Ça fait que, enseigner en technique forestière, pour moi, c'était juste la continuité de ma passion.
Fait que faire des herbiers, récolter des plantes, nommer des plantes, utiliser des clés d'identification, ça y allait. Est-ce que cet amour-là pour l'enseignement est venu avant ou est-ce que, c'est en apprenant à enseigner que vous êtes devenu comme vulgarisateur? Donc pas juste enseignant, mais bon, conférencier, auteur et tout ça, là. Moi, entre mon cégep et l'université, j'ai dû passer une session, à travailler et j'ai donc, fait de la suppléance dans les écoles, secondaires ici à Rouyn-Noranda et c'est là aussi que j'ai développé mon goût de la pédagogie. C'était donc comme une première graine qui était semée. J'ai enseigné quand j'étais à l'université et là, avoir un emploi dans l'enseignement, ben, c'est comme un peu l'idéal, même si à l'époque, moi, j'ai commencé à enseigner en 73. Les salaires étaient pas formidables, mais je dois dire pour le bénéfice de tous les auditeurs que le salaire, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. C'était le type de travail, le salaire va venir après. Est-ce que ça, en étant prof, ça te permettait quand même d'avoir assez de temps pour justement, là, on parle de cueillette ou toutes sortes d'autres activités, là, en nature? Dans mon cours de botanique à l'université, on a eu la chance, pendant mon bac, d'avoir une semaine, puis ça, c'était nouveau à l'université, d'avoir une semaine de stage pratique, sur le bord d'un lac, puis on était vraiment un petit groupe d'étudiants, on était seulement 3. Puis avec, celui qui nous donnait les cours, c'était quelqu'un qui avait connu Marie-Victorin. Ça fait que la passion, je l'ai développée là par aussi la qualité du maître, en botanique que j'ai eu. Puis quand, j'ai commencé à enseigner, tout ce que je pouvais faire pour, sortir dehors, apprendre à identifier les plantes. Puis je me rappelle mon premier voyage en 74 dans les Maritimes. Je suis parti avec ma presse à plantes, puis j'avais la flore laurentienne et j'avais tout là pour faire ramasser les plantes et les faire sécher. Donc je voyageais en même temps que je cueillais des plantes. Puis ça donnait bien là parce que je l'ai toujours fait comme ça. Puis à un moment donné, ce qui a compensé pour la récolte des plantes, parce que j'ai tout le temps continué d'en faire, c'était l'utilisation des appareils photo. Donc, quand tu vois une plante, ben, ta photographie, maintenant, on utilise le téléphone cellulaire qui est encore plus adéquat pour, l'identification. J'ose pas imaginer la quantité de photos de plantes que vous avez. Ah! Et à l'époque, pour l'enseignement, d'ailleurs, j'en ai encore, puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'ai une quantité faramineuse de diapositives. Ouais, j'étais, complètement dédié aux plantes sauvages et à la nature. Fait que ça m'obligeait aussi, en regardant les plantes, à regarder les insectes qu'il y a là, les oiseaux et ça fait que mon approche était peut-être plus écologique. Puis, étant donné que je voyageais, à tous les étés et ça l'avantage d'être prof au cégep, c'est qu'on avait du temps, un peu plus pour voyager, puis on voyageait en famille. J'ai eu quand même l'avantage d'expérimenter, différents environnements. Puis ça, je pense que ça augmentait, ma richesse de prof quand je revenais pour enseigner. Entre autres, je me rappelle, la première année, j'ai donné un cours de géomorphologie, mais je connaissais rien de la géomorphologie. Fait que je me rappelle le voyage que j'ai fait, dont je parlais tantôt, dans les Maritimes. Ben, j'ai photographié, tous les reliefs qu'il y avait sur le bord du fleuve Saint-Laurent, puis que c'était très pertinent pour mon cours. Comment ça s'est fait, le passage vers l'écriture? À un moment donné, avec toutes ces années d'enseignement, je dois dire que, moi, comme, ici, résident de la forêt boréale et là, je vais vous parler de la forêt boréale, j'étais tout le temps déçu, frustré de ne pas avoir de livre à me mettre sous la main qui était écrit pour, notre nord et on devait acheter plusieurs livres qui étaient écrits par des gens du sud, pas parce que c'était des mauvais livres,
mais il n'y avait pas personne qui s'était intéressé à la forêt boréale. Ça fait qu'à un moment donné, je donnais des cours à un groupe, d'adultes ici en région, puis, j'arrêtais pas de leur dire: «Ben, écoutez, moi, là, j'ai 4 livres que j'ai achetés, mais je trouve pas ce que je veux». Puis là, il y a quelqu'un qui me dit: «Roger, arrête de chialer, écris-en un livre». Fait que ça, c'est arrivé en 2004 et mon premier livre qui est sorti, sur la forêt boréale, il est sorti aux Éditions de l'Homme en 2007. Il s'appelait, «Les plantes sauvages de la forêt boréale». Ça me permettait de me satisfaire comme, botaniste. Là, je me suis dit, «S'il y a pas personne qui est intéressé à la forêt boréale et qu'on est délaissé par les spécialistes du Sud, ben, je vais commencer à faire le travail». Je me suis donné la tâche de parler tout le temps de la forêt boréale, autant dans les plantes que dans les champignons sur lesquels j'ai écrit par après. Fait que forêt boréale, c'est devenu une obsession. Fait que j'avais la passion des plantes, c'est devenu les plantes de la forêt boréale. Là, vous êtes à la retraite, Oui. en guillemets. Est-ce que ça vous donne plus de temps pour écrire, pour vulgariser ou, vous manquez de temps encore? Je manque beaucoup de temps. Là, j'ai écrit sur les plantes de la forêt boréale. J'étais bien content, ça s'est très bien vendu, mais là, c'était pas fini parce que là, je trouvais que ce premier livre-là sur les plantes de la forêt boréale, il était pas assez complet. Alors, en 2014, j'ai, ressorti là vraiment un livre qui me ressemblait un peu plus. Puis là, ben, les Éditions de l'Homme, ils voulaient rien savoir de moi. Cette deuxième édition-là, ça fait que j'ai fait affaire avec une maison d'édition. J'ai développé aussi parce que, évidemment, on s'en va vers les plantes, la cueillette et la conservation. J'ai développé aussi un goût pour, la comestibilité et les aspects médicinaux. Puis là, ça faisait longtemps que ça sommeillait. Fait que dans ce livre-là, le livre que j'ai publié en 2014, j'ai donc touché les aspects médicinaux et la comestibilité et j'ai donc commencé à aller un petit peu plus loin. Puis la raison qu'il y a derrière ça, c'est qu'en 2013, j'ai écrit un livre avec la communauté algonquine de Picogan ici. Puis la raison pour laquelle je suis rentré là et pour laquelle j'ai eu beaucoup d'informations, c'est que je voulais savoir des communautés autochtones, puis c'est celle-là, la seule qui m'a ouvert la porte. Je reviens à ce que je disais au tout début. Pour pour les Autochtones, le bois, la forêt autour, le lac, c'est le garde-manger et c'est, la pharmacie. Fait que là, je suis parti sur un autre trajet et je trouvais que ça correspondait à ce que je voulais faire. Donc, passer de la botanique pure avec des clés d'identification arides, aller vers, bon, ben là, vous autres, vous en mangez, vous vous soignez avec ça. Puis, j'enseigne encore en passant. J'enseigne à des groupes ici qui s'appellent l'Université des aînés. Donc ici à Rouyn-Noranda, ça s'appelle le Réseau Libre Savoir. Donc c'est des personnes qui viennent durant l'automne ou l'hiver, durant la semaine, ils viennent prendre des cours, entre autres sur les plantes comestibles médicinales, les champignons et aussi sur, mon livre sur les autochtones pour apprendre justement comment on se soignait puis on se nourrissait à l'époque. Puis je fais aussi du bénévolat dans les écoles primaires. Ça s'appelle maintenant Technosciences, mais c'était les petits débrouillards et jadis. Mais je vais aussi faire des conférences, très souvent sur ces sujets-là. Fait que là, vraiment, je veux redonner à la communauté, ce que je connais. Puis j'ai parti mon entreprise aussi en 2004, c'est vrai, pour faire des inventaires de plantes et de champignons. J'ai parti mon entreprise en 2004, de consultant. Puis je suis rendu maintenant, je me suis spécialisé dans les plantes aquatiques. Donc je travaille avec les comités de riverains. Puis ça, c'est bien le fun, hein. On travaille quand il fait beau, durant Sur le bord de l'été. l'eau Oui, avec ou la dans bière l'eau? pour finir. Ouais, des fois, volontairement ou non, on se retrouve dans l'eau. 2019, tu as lancé ta propre maison d'édition.
Oui, Natura. Est-ce que les j'ai éditions bien dit ça? Naturat. Oui, OK. ça Naturat, Nature OK. Abitibi-Témiscamingue. Oui, Ah, OK. Ah, ben ça là, vient ça a de du bon là. sens. C'est la raison pour laquelle il y a AT, c'est Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce Oui. qui t'a poussé dans l'édition? J'écrivais des livres, puis ça Ouais. allait très bien. Mon distributeur, à l'époque, de Sherbrooke, puis, il y avait les ventes de livres étaient, relativement bonnes, puis dans les domaines que je les domaines qui me touchaient. Donc c'était les plantes et les champignons comestibles. Mais c'était tout le temps la forêt boréale, puis même à ce compte-là, il y a pas personne du Sud qui m'a reproché de les envahir, alors qu'eux autres nous avaient envahis pendant des années, puis nous avaient oubliés. Mais, ça, c'est pas grave. Là, j'ai donc vécu, comme auteur avec une maison d'édition qui a été vendue. Cette maison d'édition-là a été achetée et celui qui a acheté a fait faillite. Et je suis allé avec une autre maison d'édition, j'étais vraiment pas satisfait. Alors, là, il y a quelqu'un ici qui me dit: «Roger, avec le guts, le gaz que tu as, pourquoi tu pars pas ta maison d'édition?» Moi, je m'étais fait dire: «Arrête de chialer» en 2004, «Pars, écris ce que tu veux écrire». Puis là, ben, quelqu'un qui me dit, c'est pour ça qu'on a besoin des fois d'avoir le coup de pied dans le derrière pour en arriver à faire, ce qu'on fait. Et donc en 2019, j'ai parti ma maison d'édition. Déjà, on touche déjà à plusieurs autres domaines. L'édition permet de ratisser plus large, là, peut-être Ouais, des domaines que tu connais moins, là. je te dirais qu'en 2017, j'ai publié un livre pour les enfants 9-12 ans. Sur la botanique, ça me touchait un peu plus. Mais là, ce qui s'en vient, c'est, on a, 2 livres qui touchent la poésie. Oui, avec, puis, une des auteurs que tu connais probablement parce qu'elle a eu le restaurant, Manitoba à Montréal, c'est, Mmh. Élisabeth Cardin. Oui. Elle habite maintenant à Saint-Jean-Port-Joli, ça fait qu'elle est une des auteurs d'un des livres qui va sortir. Avec préface de Jean Désir que tu connais sûrement Mmh. aussi, qui les autochtones, parce que je trouvais que l'information qu'ils avaient, c'est essentiel. Puis nous autres, ici, en Abitibi-Témiscamingue, là, on a 7 communautés autochtones des Algonquins. Puis c'est comme s'ils ont quelque chose à nous apporter. Puis il faut les écouter, mais il faut aller les chercher parce qu'ils ne partent pas spontanément évidemment, pour venir nous voir parce qu'ils ont, aussi la crainte qui est très, très fondée d'avoir toujours la peur d'être exploités, puis il faut les comprendre. Mais là, je suis rendu à non seulement la forêt là, je suis en train d'envahir la forêt du Sud, la forêt laurentienne. Avec mon livre sur les plantes sauvages de la forêt boréale, on s'en va vers une réédition qui va être les plantes du Québec. On a d'autres projets de livres pour enfants, puis on va, toucher, non pas les plantes, mais là, on a un projet d'animaux autour de la maison, les chiens, les chats même, puis on veut toucher la reproduction, on veut faire on veut démystifier la reproduction des animaux qui nous entourent. Fait que là, il faut faire attention à ce qu'on va dire et comment on va le dire. Les gens me demandent souvent quels produits j'utilise dans mon jardin. Quel compost, quel engrais, quelles semences pour la pelouse, pour les prés fleuris. C'est pas compliqué. Chez nous, j'utilise les produits Gloco, une entreprise familiale québécoise avec plus de 100 ans d'histoire. Dans mon jardin, que ce soit dans mes plates-bandes ou dans mon potager, le plus important, c'est de nourrir le sol de façon naturelle. C'est pour ça que j'utilise le compost marin et forestier Bionique, certifié biologique Québec Vrai. C'est un compost sans remplissage, donc 100% compost, qui ajoute non seulement de la matière organique, mais aussi des organismes vivants qui contribuent directement à la fertilité du sol. Quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, j'utilise les engrais biologiques Bionique, avec des formulations pour les fruits et légumes, les fleurs annuelles, les fines herbes, les semis, les arbres et arbustes. Ils ont même un engrais liquide composé à 100% d'algues marines. La gamme Bionique, comme le compost et les engrais, c'est aussi un bel exemple d'économie circulaire
Ils sont composés de résidus marins et forestiers qui retournent à la terre plutôt que d'être jetés. Gloco offre aussi des semences pour la pelouse et les prés fleuris. La gamme Herbionic est adaptée au climat du Québec, avec des options pour des pelouses qui demandent peu d'entretien ou d'arrosage, et pour des espaces fleuris qui soutiennent la biodiversité en attirant les pollinisateurs, les papillons et les oiseaux. Les produits Herbionic et Bionic sont disponibles dans plus de 250 jardineries au Québec. Pour en savoir plus, visitez gloco.ca. Parce qu'un jardin plein de vie, c'est un jardin en santé. Chez nous, c'est Gloco. On va revenir au livre, hein, parce qu'on était là, on est Ben là pour oui, parler, hein, à une partie du livre. Donc, plantes, cueillette et conservation, ben oui. la 2e édition qui est parue en février 2026. Pourquoi une 2e édition? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on retrouve de plus? La première édition, je l'avais faite avec un collaborateur, puis on a fait imprimer ce livre-là 2 fois. Et là, c'est en 2020, je pense, la première fois. Et là, on était rendu à changer le look. C'est un peu comme acheter un véhicule, n'est-ce pas? Puis si tu achètes une Toyota Civic 2026, puis qu'elle ressemble à 2014, ben, tu vas dire, ben, je ne la jette pas. Alors, on a changé complètement le look, les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Et on a aussi, parce que, faut le savoir, les plantes, même si les plantes ont un nom latin qui est supposé, à cause du latin, ça ne change pas, c'est immuable, c'est une langue morte, ben, tu le sais très bien. Les plantes, les animaux, à cause des tests d'ADN maintenant, en tout cas, ça change. On a fait une mise à jour sur la nouvelle nomenclature, la taxonomie. On a aussi, peut-être on a fait un peu plus un clin d'œil là-dedans parce qu'il y a un chapitre sur les Autochtones. Parce que pour nous autres, l'apport des connaissances, en lien avec les plantes, qui viennent des Autochtones, c'est très important. Puis quand on se met à dire que les Autochtones avaient 6 saisons, puis nous autres, on en a juste 4, ben là, déjà, on apprend quelque chose. Puis moi, quand je donne mes ateliers sur les plantes comestibles ou les champignons, il y a un engouement. Puis moi, je te dirais que ça doit faire, moi, ça fait 40 ans que je fais des ateliers, là, et la nature est de plus en tout cas, présente. Puis il y a de plus en plus d'intérêt. Puis là, le monde, ils veulent tout connaître. Puis ils pensent qu'avec un livre, ils vont tout connaître, puis c'est pas vrai. Ce qui est le fun là-dedans, ce que les gens nous font remarquer, c'est qu'au début, là, sur plusieurs pages, il y a un calendrier de récolte en fonction de la partie qu'on veut avoir. Et pour ça, donc, on l'a complété, amélioré. Et à la fin, on termine avec les fameuses plantes exotiques envahissantes. Puis là, ben, j'en ai rajouté une coupe qui n'était pas là dans les autres, dans la première édition. Donc, c'est un peu comme on revend la première édition, puis on dit, voyez-vous, c'est pas juste plus beau, mais c'est plus vrai. C'est pas juste un guide d'identification, là. Comment est-ce que tu décrirais ce livre-là? À quoi est-ce qu'il sert? Comment les gens peuvent l'utiliser? C'est un guide d'identification pour ces plantes-là. C'est aussi un guide de récolte en fonction des saisons. Donc, il faut, et là, on revient à un terme qui a été mentionné au tout début, c'est le territoire. On est obligé, si on veut récolter, de connaître notre environnement, puis notre environnement, entre guillemets, propre, parce qu'on ne cueille pas n'importe où. Et ça oblige aussi les gens qui utilisent ce livre-là à se promener, puis à observer. Donc, euh, l'identification, connaissance du territoire, meilleur moment de récolte, puis après, quand on revient, mais ça, il faut le planifier. Quand on revient avec notre récolte de la partie qu'on a sélectionnée, encore une fois, l'approche écologique est extrêmement importante parce qu'on sait très bien, puis c'est mentionné dans ce livre-là, on ne peut pas, mettons qu'on ne peut pas cueillir toute une plante puis garder 2 fleurs. Quand on y va avec un intérêt qui est, mettons, la feuille. Puis quand on cueille des feuilles, est-ce qu'on cueille les feuilles du bas
ou les feuilles du haut qui vont nous donner les meilleures propriétés. Donc, il faut avoir une préoccupation là, tellement écologique avant de partir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais cueillir? Donc, on cueille. Quand on revient à la maison, est-ce qu'on fait sécher? Est-ce qu'on congèle? En fonction de la partie qu'on a récoltée, puis en fonction de ce qu'on veut faire avec. Fait que c'est vraiment un travail de longue haleine. Tu te dis, bon, ben là, moi, il faut que je sois sûr de la plante que j'ai récoltée. Il faut que je sois sûr que la partie que j'ai récoltée est bonne. Puis il faut que j'aille les outils aussi pour récolter. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, bon, très tôt dans le livre, on présente le calendrier. C'est comme la première chose qu'on voit, c'est le calendrier. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Première chose que j'ai faite, regarde, c'est quoi la première chose que je pourrais cueillir là? J'ai regardé le mois d'avril. Pourquoi, Oui. hein? Pourquoi dans cet ordre-là? Pourquoi commencer avec le calendrier plutôt que de commencer avec les fiches plantes? Là, tu viens de le dire, parce que la première préoccupation qu'on doit avoir, il en faut plusieurs préoccupations. Il faut se poser Mhm. vraiment un paquet de questions. Puis je trouve que même moi-même, comme cueilleur, je ne suis plus le même cueilleur que j'étais quand j'avais 24, 25 ans. J'ai une préoccupation très écologique, puis ça enrobe ma démarche. Donc, avant de mettre le pied dehors, il faut que j'ai le contenant pour cueillir ce que je veux, qui va les conserver, ces plantes-là. Il faut que je me dise, bon, ben là, est-ce que je ramasse encore sur le bord du fossé où j'étais? Non, il faut que j'aille en forêt à tel endroit, mais il faut, avant de cueillir, faire du repérage. Donc, il faut commencer à cueillir l'année d'avant. Il faut que tu observes et on s'établit un territoire de cueillette. Puis l'année d'après, on va cueillir à ces endroits-là. Là, on ramasse ce qu'on a de besoin en fonction du calendrier de récolte, parce que là, tu viens de dire, au mois d'avril, là, je ramasse. Ici, là, cette année, mois d'avril, oublie ça. Même le mois de mai, il va y avoir encore peut-être une coupe de pieds de neige, là. Fait que c'est ça. C'est sûr il faut travailler en fonction de l'Abitibi. Dans le sud du Québec, il faut travailler en fonction soit des Appalaches ou ben non, de la partie sud, au sud du fleuve Saint-Laurent ou au nord. Donc, il faut tout le temps avoir cette pensée-là. Puis il y a aussi toutes les consignes maintenant de cueillette. Puis dans votre coin, écoute, c'est terrible. Il faut penser, durant l'été surtout, à cueillir. Si on veut avoir des fruits, il faut penser à être bien habillé en fonction de la maladie de Lyme, par exemple. On parle de sécurité, là. Donc, ce serait quoi les grandes lignes, les choses importantes à penser avant de partir en expédition de repérage ou de cueillette? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour notre sécurité? La première chose, c'est d'appeler du monde pour leur dire: «Je m'en vais dans le bois à tel endroit», parce que des fois, c'est à plusieurs kilomètres de la maison. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais laisser un bout de papier sur mon comptoir, puis on ne sait jamais. Fait que la première chose à faire, c'est de dire à ben du monde, pas trop là quand même, parce qu'on donne nos tales, puis que si jamais on ne vient pas à telle heure, ben il faut se préoccuper. Puis nous autres, ben, il faut avoir notre téléphone cellulaire. Faut savoir aussi si l'endroit où on va être, s'il y a du signal. Si on cueille en sentier, c'est bien moins problématique, mais des fois, moi, j'ai vécu, en tout cas quelques fois, l'expérience que quand je trouve soit une plante ou un champignon, puis que quand j'arrive dans une tale, ben là, je laisse le sentier. Ha ha! Puis là, ben, je suis perdu. Que quand on est seul, c'est encore plus problématique. Quand on cueille à 2 ou à 3, ça l'est moins. Ça nous prend un GPS, puis le ben du monde qui a un GPS aussi maintenant, puis ils vont utiliser leur téléphone comme GPS. Ça prend de l'eau parce qu'on ne sait pas combien de temps on va être dans le bois. Puis ça nous prend des mortangues là, de bonne qualité parce que, encore une fois, moi, je connais du monde, ils sont partis en cueillette de champignons le matin. Ils sont sortis, il était 7, 8 heures le soir, ici au Témiscamingue. Puis ils connaissaient leur territoire. Fait que consigne de sécurité, là, très, très, très important. Puis des fois, on peut rester en panne aussi avec notre véhicule. Hey, on se dit, on s'en va dans un sentier, puis d'un coup, on pogne un trou d'eau.
puis qu'on n'avait pas prévu, on cale. Nous autres, ici en région, c'est qu'on s'en va dans un chemin qui est gravelé puis qui est marqué carrossable sur la carte. Mais Colin, à un moment donné, on arrive dans une dame de castor. Ben Hein? oui, ouais, puis là, on dit: «Il y a pas beaucoup d'eau, on peut-tu le traverser?» Puis là, bon, moi, ça m'est arrivé v'là une couple d'années. On arrive dans un trou d'eau, puis là, ben, j'avais une quinzaine de kilomètres de fait, des trous d'eau. Est-ce que je revire? Mmh. Puis j'étais avec quelqu'un, là. On a décidé de passer, mais ça accroche. La santé, sécurité, là, au niveau de la cueillette, puis tu as bien fait de m'enligner là-dessus. C'est comme le point numéro un. C'est quoi le numéro 2? Le point numéro 2, ben, souvent, on travaille avec des cartes, ça s'appelle plus maintenant des cartes écoforestières, là, ça s'appelle des cartes de potentiel. Mais ceux qui ont, comme moi, des vieilles cartes écoforestières, ben, on se dit dans tel endroit où on est allé, il y a quelques années, on a trouvé, telle plante qu'on a de besoin puis qui est intéressante. Bon, on y va. Donc il y en a qui vont travailler avant le départ. Ils vont déjà avoir leur site de récolte avec, ça, des cartes écoforestières, mais on peut très bien travailler maintenant avec Google Earth qui peut nous aider à voir notre tracé parce qu'on a les sentiers, les chemins, puis l'environnement. Ce qu'on doit savoir aussi, puis ça, tu le sais de longue date, c'est, tout ne pousse pas partout. Il y a des plantes qui vont être de tourbière, puis il y a des plantes qui vont être, de bord de route, puis, ça dépend ce qu'on veut. Moi, je recommande aux cueilleurs néophytes de commencer par, des endroits très sécuritaires, puis même le fond de la cour chez vous. Oui, il y a une section de plantes, justement, dans le livre. Oui, Les plantes proches de chez oui. nous. Quelles plantes, comestibles ou médicinales est-ce qu'on peut trouver dans notre cour? Écoute, l'herbe à dinde, OK? Tu peux trouver ça chez vous. La bourse à pasteur, le chien-dent, le plantain. Écoute, Hey, le ça, il y en a plantain quand partout, là. ben oui, le plantain quand il est jeune là, ça se mange très bien en salade. La marguerite aussi, la matricaire odorante, hey, la matricaire odorante là, c'est une plante, d'ailleurs, moi que tout le monde me dit: «Ah écoute, moi quand j'envoie une talle là, je rentre là-dedans avec ma tondeuse». Ben non, parce que ça pousse à côté de la maison, mais c'est une plante qui est extrêmement intéressante, qui, ressemble à de la camomille là, l'ortie, le pissenlit, le trèfle blanc, la vesgergeau. Ça, c'est toutes des plantes qui poussent aux côtés de la maison et qui sont comestibles et ou médicinales. Alors, je pense que la première sortie, puis ils vont utiliser ce livre-là, de cocher les plantes qu'ils connaissent, puis de sortir autour de la maison, puis d'aller voir, ben, ça prend quand même une pelouse là, qui est propre ou un Mmh. terrain qui est propre et de commencer par cueillir juste là. Il y a pas de danger qu'ils se perdent. Ils peuvent demander aussi à quelqu'un d'identifier parce qu'on a besoin souvent de faire confirmer nos récoltes, mais on a là, une bonne dizaine de plantes qui sont comestibles, médicinales, juste en sortant de la maison et l'autre avantage, c'est que ça nous invite à ne plus avoir de pelouse bien entretenue avec des pesticides, donc une pelouse verte. Puis, dans les plantes horticoles aussi, il y en a beaucoup, là. Oui, Tu ben sais, là. moi, je mange des mérocales, là, juste ici en avant de ma maison et j'ai planté des têtes de violon aussi autour. Tu écris dans le livre: «La première question à se poser est: "Dans quel territoire ma cueillette se situe-t-elle?"» Pourquoi c'est si important, le territoire? C'est parce que, le territoire, c'est la zone de la zone sur cette planète qu'on habite. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui parle du territoire maintenant, là, en tout cas ici en région, l'association touristique, les gens qui font du canot, en tout cas, peu importe. C'est parce que le territoire, c'est ce qui nous nourrit. On est imprégné du territoire par, les plantes, par les animaux qui sont sur ce territoire-là. Fait que je reviens à quand j'étais, le petit gars de 6 ans. Moi, j'ai été imprégné par, la gomme d'épinette, par le brochet que mon père, par, ma mère, l'herbe à dinde qu'elle nous donc c'était
ce territoire-là qui m'a formé, qui m'a gardé en vie, puis m'a gardé en santé. Ça fait que le territoire, on dirait qu'on a dans notre corps une partie de ce territoire-là. Puis c'est comme si ce territoire-là nous appelle aussi bien souvent. Pour faire une anecdote très courte, moi, je suis parti à quelques reprises de l'Abitibi-Témiscamingue pour aller étudier ailleurs, entre autres à Ottawa. Je suis allé étudier 2 ans à Québec, je suis allé étudier 1 an en France, j'allais faire une sabbatique à Vancouver. Mais je reviens, qu'est-ce qui nous appelle? Moi, j'avais hâte tout le temps de revenir chez nous. Puis qu'est-ce que c'est le chez nous? Ben, c'est notre territoire. C'est donc une partie de nous-mêmes. Tu as écrit un livre, Les richesses d'un peuple, les Oui. Abitibi-Winnik de Picogan. Puis il y a une section dans le livre sur les peuples autochtones. Qu'est-ce qui t'interpelle particulièrement chez les Autochtones? Pourquoi ramener ça dans ce livre-là? Quand on fait l'histoire du Québec, mettons qu'on fait juste l'histoire du Québec, on sait très bien que, les Autochtones étaient là avant nous, puis on sait très bien aussi, puis ça, c'est pas ce qui nous a été enseigné quand on était à l'école primaire. On sait très bien aussi que quand les premiers Européens sont arrivés, en Amérique du Nord, particulièrement, ici au Québec, que s'il n'y avait pas eu d'Autochtones, les Européens, ils n'auraient pas passé l'hiver, ils n'auraient pas vécu avec les mouches noires, ils auraient pas mangé parce qu'ils ne savaient pas chasser. Puis quand tu pars d'un village, d'une commune en France, puis que tu t'arrives ici, c'est, justement là, tu décroches de ton territoire. Il fallait absolument, qu'il y ait des liens intimes entre les Autochtones et les Blancs. Je pense qu'ils ont tellement, tellement à nous dire parce qu'eux autres, c'est intégré dans leur histoire la connaissance du territoire. C'est parce qu'eux autres, ils n'avaient pas le choix non plus. S'ils n'avaient pas été intimement liés à leur territoire, ils n'étaient pas en santé, puis ils ne mangeaient pas. Puis je trouve que cet enseignement-là, qui vient d'eux, c'est extrêmement important, mais il y a encore tellement de monde qui pense que leur territoire, c'est, IGA et IGA, Maxi, Jean Coutu. Moi, je trouve que c'est important d'aller chercher leur connaissance quand on a la chance de, entre guillemets, de les apprivoiser. Comme je disais tantôt, ils se font tellement un plaisir de nous parler de leur vie, puis comment ils vivaient et puis même ici, là, en région, si on remonte à 70 ans passés, parce que moi, quand j'ai passé 5 ans là, à écrire ce livre-là, là, sur Mhm. Picogan, fait que j'ai quand même eu la chance de rencontrer souvent les personnes âgées, surtout des femmes qu'on appelle les cocums, puis qui me racontaient le plaisir qu'il y avait à être dans le bois, le plaisir qu'il y avait à partir de leur territoire d'hiver pour s'en aller, pour rencontrer leurs «amis» entre guillemets, là, à un endroit qu'on appelle, la Pointe aux Indiens, ici sur le lac Abitibi. Il y avait une vie et ils étaient proches de leurs parents à l'époque. C'est sûr qu'avec les pensionnats, ça a changé bien gros, leur style de vie. Mais, donc le territoire et les Européens, qui sont arrivés, ben, ils seraient tous partis, puis ils seraient tous morts ou ben non, ils seraient fait manger, par les animaux sauvages. Moi, j'ai remarqué un intérêt grandissant pour pas juste la cueillette, mais l'autonomie alimentaire. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de s'intéresser au territoire? Moi, je te dirais qu'aujourd'hui, heu, aujourd'hui, ma raison d'être, moi, d'aller en forêt puis d'y aller très souvent. Puis d'ailleurs, ça moi, je trouve que ça donne un certain équilibre, là, parce que si je ne vais pas dans le bois, 3-4 fois par semaine, je me sens mal. Ça fait que j'imagine qu'il doit y avoir d'autres personnes qui, ont les mêmes, les mêmes sensations. Je vais ramasser, par exemple, des plantes, et nous autres ici, c'est au mois de juin, là, début juin, des plantes, nous faire des salades. Puis je vais mélanger ça avec des champignons que je récolte. J'adore la viande sauvage aussi. Donc, puis ça, on peut en mettre gelé. Ça fait que contrairement à jadis, ça fait que moi, mon territoire, il est là, je le vois, la perdrix, l'orignal que j'adore, le brochet, je vais à la pêche.
Mais c'est jamais assez pour passer une année, puis je fais affaire aussi comme tout le monde, toi aussi là, avec Maxi et compagnie. Puis je vais essayer de me garder en santé, donc en faisant de l'exercice. Ça, c'est bien important parce que moi, quand je donne des ateliers sur, les plantes ou les champignons, je dis au monde: «Arrêtez d'acheter votre chaga, arrêtez d'acheter vos plantes en sachet, allez les cueillir d'abord. Vous êtes bien dans la nature, vous faites de l'exercice, puis, vous êtes il y a tellement d'autres choses qu'on voit dans la nature que la plante qu'on va cueillir. Je parlais tantôt des oiseaux, puis quand on commence à s'émerveiller sur toutes les facettes de la nature, ben, moi, je trouve qu'on est déjà entre guillemets, comme être humain, on est déjà grandi, puis ça nous fait oublier, là, tout ce qui est mauvais aux nouvelles, peu importe, là. On voit plus la guerre de la même façon. On voit les oiseaux, on les entend, on voit les animaux qui se déplacent, puis on finit par trouver ça beau. Puis une des premières raisons qui est derrière la conservation de la nature, c'est de s'émerveiller. Fait que comment veux-tu t'émerveiller si tu vas dans un IGA, dans une boutique d'aliments naturels? Tu sais, ça manque de verdure pour moi. Ça fait que moi, quand on se promène, on voit des traces, on se pose la question: «C'est quel animal qui fait ça?» Puis là, ben, on est capable de faire une chaîne alimentaire après avoir regardé toutes ces traces-là. Puis là, ben, on voit des traces sur les troncs d'arbres. Puis là, ben, on voit les oiseaux qui chicanent, aux mangeoires. Ben, on se dit: «Hey, là, ils passent ici, puis ils s'en vont vers le nord se reproduire». Mais il y a une très belle diversité d'animaux et on revient aux plantes, ben, on peut pas faire autrement que de trouver ça, entre guillemets, «beau» et donc l'émerveillement, je reviens là-dessus, C'est une source, infinie, d'émerveillement là, la infini, nature. infini, Ah oui, ça arrête infini. pas. Oui, oui, puis j'ai pas Hem, fini. j'ai vu, que ton fils Maxime travaille avec toi. Puis tu sais, je suis quand même sensible à ça parce que j'ai repris l'entreprise de mon père. J'étais Ben oui, paysagiste, puis bon, avec le décès de mon père, je suis venu à l'édition de son blog et je suis oui. devenu chroniqueur et tout ça, ce que j'avais jamais fait. Comment ça s'est passé, pour toi, pour ton fils, Maxime? Comment vous avez commencé à travailler ensemble? Écoute, Maxime et moi, on a commencé à travailler ensemble, ça fait 25 ans, au moins. Je te dirais que moi, quand j'ai, commencé même quand j'ai commencé à élaborer mon premier projet de livre aux éditions en tout cas, je savais pas où j'allais aller là, parce que quelle maison d'édition allait prendre mon premier livre? Ça fait que c'est lui qui avait commencé à monter mon premier projet de livre. C'est lui qui a fait ma première page de couverture, c'est lui qui a fait la première ébauche de mise en page, et cetera. Puis je me rappellerai tout le temps quand je suis arrivé aux Éditions de l'Homme, en 2005 à peu près. Donc j'avais ce matériel-là en main et les Éditions de l'Homme, ils m'ont dit: «Monsieur Larivière, cassez-vous pas la tête, votre livre, si on vous accepte, il va faire partie d'une collection et c'est nous qui décidons quelle page de couverture et la mise en et cetera». Mmh. Fait que mon fils, il m'a toujours suivi après, dans les autres livres et c'est tout le temps lui qui a monté tous mes livres. C'est tout lui qui a fait, puis on a fait plus que des livres, là. On a fait des produits dérivés et là, l'automne qui vient, il va devenir, l'actionnaire principal de la maison d'édition et là, il m'a quand même dit, «Pa, je veux que tu t'occupes encore de la maison d'édition parce que j'ai quand même développé ici en Abitibi-Témiscamingue tout un réseau, puis même, ailleurs dans le Québec parce que là, tu vois, là, j'avais une demande pour aller donner un atelier sur les champignons à Alma et je suis allé à Rimouski. Fait que la maison d'édition Naturat, là, est plus Nature Abitibi-Témiscamingue seulement. Elle devient Nature plus Québec, mais on a décidé, pour se venger, qu'on garde Nature A pour envahir. C'est quoi les projets qui s'en viennent, pour la maison d'édition, pour vous, pour toi et ton fils?
Qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement? Moi, je travaille avec l'Université du Québec ici à Rouen, qui a fait un projet avec Picogan, justement, un livre pour enfants sur, évidemment, le territoire, sur la faune, la flore, et ça va s'appeler Vie de tourbière. Là aussi, moi, avec quelqu'un de Trois-Rivières, on a un projet de livre sur les truffes. Un projet de livre avec quelqu'un d'Alma sur les fossiles du Québec. Je reviens sur mes livres pour enfants, sur la reproduction des animaux qui nous entourent près de chez nous. Et Maxime, de son bord, lui, il y a des Autochtones dans son coin. Il a commencé à travailler avec eux, mais une clientèle qui va être axée plus sur la poésie. D'ailleurs, le livre qui s'en vient sur la Mhm. poésie, ça s'appelle Peuplement forestier. Alors, tu vois qu'on reste dans la foresterie, ce que j'ai enseigné au début, mais c'est Elisabeth Cardin et la gang, ils sont 4 qui ont écrit ça, là. Gros projet, la réédition de mon livre sur les plantes sauvages, qui va s'appeler Plantes sauvages du Québec, donc augmenté. Puis je te dirais que j'ai une collaboratrice aussi avec laquelle je travaille depuis quelques années, qui a fait le livre, c'est un guide d'identification des plantes des milieux humides. Son nom, c'est Martine Lapointe. Elle vient de prendre sa retraite, elle travaillait à l'Université Laval dans le département de foresterie. Ça fait que ça, c'est un gros projet aussi qui s'en vient. Hey, écoute, là aussi, the sky is the limit, on s'entend-tu en bon québécois? Je suis surpris que tu ailles le temps d'aller en forêt une couple de fois par semaine avec tous ces Oui. projets-là en même temps, là. Va te dire honnêtement, d'abord, je travaille vite, OK? Et j'ai un agenda. Ça veut pas dire que je travaille bien, là, mais quand on travaille en équipe, il y a tout le temps quelqu'un qui va nous donner une claque d'en face ou nous donner un coup de pied dans le Mhm. derrière pour dire: «Hey, non, ça marche pas». Fait que moi, je travaille toujours intensément l'avant-midi et toutes mes après-midi sont réservés à du plein air. Moi, j'ai fait je sais pas combien de fois du ski de fond cet hiver et ça fait que pour moi, c'est important d'être en contact, encore une fois, avec la nature autour de moi et c'est mon territoire. Avec toute une vie passée, tu sais, dans la nature, à observer le vivant, c'est quoi qui te semble le plus important? Chez vous, là, je pense que puis là, tu vois, on retourne à ce que tu as dit au début. Moi, je pense que, il faut rendre les gens heureux avec ce qu'on produit. Puis il faut rendre les gens de plus en plus curieux. Ça fait que quand on accroche le monde là-dessus, moi, quand je me ramasse, dans les salons du livre, je vois du monde, je vois une communauté, là. Puis c'est sûr que moi, j'ai enseigné au cégep ici à Rouen, j'ai enseigné aux grands-parents des étudiants que j'ai eus, là, maintenant. J'ai donc, développé un immense réseau régional. Encore une fois, on est heureux. Ben, toi, là, tu es trop jeune encore, là, mais quand on est rendu à la retraite, il faut être utile. Fait que moi, je me trouve utile dans ce que je fais. Puis c'est pour ça que je t'avais dit au départ que l'argent, pour moi, j'en ai pas de besoin parce que je vis très bien. Fait que, puis là, ben, de passer le flambeau à Maxime, puis lui dire: «Écoute, moi, je te passe une maison d'édition qui est en santé». Donc, Roger, Oui, la deuxième édition de Plantes, cueillettes et conservation est disponible en ligne, en librairie. Tous les autres livres de Naturat, on peut les trouver sur votre site web. Merci d'avoir pris le temps là, de jaser avec moi aujourd'hui. merci.